baisser un peu les micros, d'accord. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, pour commencer, je voulais présenter vraiment un remerciement du fond du cœur à l'association et à tous les acteurs dans cette association qui ont conceptualisé et ont réalisé ce congrès qui, voilà, maintenant se pérennise tous les 2 ans. Et je pense vraiment que chacun a sa place ici et quand vous allez rentrer dans vos services, de diffuser ce message, de ne pas laisser tomber, de continuer la pérennité de ces congrès. C'est une valeur précieuse qu'on a entre nous, de pouvoir se poser un peu, échanger, s'écouter les uns les autres, alors que dans nos hôpitaux, même dans nos services, on avance un peu la tête dans le guidon avec toutes les difficultés qu'on connaît. Donc, merci encore à l'association. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura toujours dans nos yeux le ciel bleu. Je commence par cet hommage à Françoise Hardy, qui vient de nous quitter. Vous avez reconnu sa chanson. Entre parenthèses, Françoise Hardy, qui est la seule artiste française parmi les 200 chanteurs hommes et femmes mondiaux dans un classement des meilleurs chanteurs. Elle est la seule artiste française qui est rentrée dans ce classement international. On travaille tous avec beaucoup d'efforts, des fois de difficultés, des moments d'espoir auprès de nos adolescents pour essayer qu'ils aient ce regard de ce ciel bleu et qu'au sortir de nos prises en charge, de la pédopsychiatrie vers la psychiatrie adulte, ils retrouvent ce bonheur de vivre et éloignent ces affres des angoisses et des tourments qui les habitent, eux et leur famille. Alors, la première question que j'ai envie de me poser, déjà, c'est ce monde de la pédopsychiatrie, ce monde de la psychiatrie adulte, est-ce la même spécialité ou pas? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. On a tenté d'en avoir une il y a quelques années, quand on était sollicité par nos collègues de la pédopsychiatrie. Je mets une petite parenthèse pour vous préciser qu'à Rodez, on n'a pas de secteur de pédopsychiatrie. C'est l'hôpital général public qui s'occupe jusqu'à 16 ans, et les conventions dans nos départements sont comme ça. À 16 ans et 1 seconde, on passe en psychiatrie adulte. C'est comme ça que je peux vous citer l'exemple d'une jeune fille qui, le matin de ses 16 ans, a eu son gâteau d'anniversaire dans le service de pédopsychiatrie. L'après-midi, elle est arrivée chez nous et elle a eu son gâteau d'anniversaire qui était la chambre d'isolement dès l'arrivée dans notre service. C'est vous dire un peu la violence qui peut parfois être ce processus de changement et de rupture avec les prises en charge en amont. Mais je peux vous dire aussi que dans le service où je travaille, qui est un service d'urgence psychiatrique et de crise, qui accueille donc une grande partie des admissions de notre hôpital, dont nos adolescents passent tous par cette unité, consultation ou à garder en hospitalisation, on a aussi l'exemple d'un adolescent qui est arrivé à ses 16 ans, qui avait 2 ans d'hospitalisation plus ou moins régulière en pédopsychiatrie, et qui est arrivé chez nous directement vers notre service fermé, dans lequel on a retrouvé une analyse sur une dangerosité extrêmement puissante de son fonctionnement psychologique qui avait échappé malgré 2 années de prise en charge en pédopsychiatrie. Et au bout de 2 mois, avec une adaptation complètement différente de sa prise en charge, il avait quand même 2 tentatives d'homicide par arme blanche, dont une contre sa pédopsychiatre, une conduite incestueuse sur sa sœur, pour faire court du profil à 16 ans. Et au bout de 2 mois d'hospitalisation, avec une prise en charge, on va dire plutôt adulte, un apaisement, une mise sous contrôle de la dangerosité et un remerciement et de ce jeune et de ses parents au moment de sa sortie 2 mois après. Je vous en parle parce que j'ai eu des nouvelles récentes de lui. Il va toujours très bien, il est suivi sur notre CMP adulte et lui et ses parents, en tout cas, avancent. Il a repris sa scolarité. Il n'y a pas eu d'autres troubles du comportement à ce jour, avec un bon respect de la prise en charge. Donc, on voit qu'effectivement, tout peut être possible. Mais pour revenir à cette question de psychiatrie, est-ce une spécialité ou pas? Quand vous interrogez le Conseil de l'Ordre, on vous répond non. On avait, nous, une interrogation à un moment donné pour participer, plus ou moins sous une contrainte déguisée qu'on voulait nous donner, de participer à la garde, enfin l'astreinte de la pédopsychiatrie qui était en manque de médecins, en faisant un espèce de pool commun avec nous et de nous demander d'absorber donc les moins de 16 ans. Et nous, dans notre savoir-faire, on a estimé que cette compétence, on l'avait perdue. Certes, on est tous passés par des services de pédopsie dans notre formation, mais il y a quelques années en arrière, voire dizaines d'années en arrière. Et le Conseil de l'Ordre a répondu, on va saisir le Conseil national, réponse du Conseil national de l'Ordre, la psychiatrie est une spécialité reconnue, point barre, il n'y a pas de spécialité reconnue de pédopsychiatrie versus psychiatrie adulte au niveau du Conseil de l'Ordre,
charge à vos directeurs de vous former tous à la pédopsychiatrie de ce que vous auriez perdu. Vous êtes donc, pour nous, tout à fait capable d'exercer des gardes communes. Voilà la réponse qui nous a été donnée. Et pourtant, si c'était si simple que ça, pourquoi ces deux mondes de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte nous mettent en tension, des fois en rupture, en conflit, en difficulté de performance, d'un côté comme de l'autre? Je suis intimement convaincu que ce travail intensif, collectif d'équipe qui est fait en pédopsychiatrie santé, centré sur les familles, en lien régulier avec tout un travail multiprofessionnel autour des adolescents, on n'a pas les moyens d'arriver dans la partie adulte. On a un travail beaucoup plus individuel, beaucoup plus centré sur la problématique de crise, et avec, certes, on s'occupe des parents, mais pas du tout avec l'intensité non plus qui était possible en pédopsychiatrie. Si c'était également la même spécialité, cette fluidité du parcours devrait se faire de manière beaucoup plus facile également. Quant à l'articulation, je parle entre professionnels. Je mets de côté le fonctionnement psychologique de nos adolescents et le comportement un petit peu des parents. Alors, qu'est-ce qui fait que ce sujet a été validé pour en parler aujourd'hui tous ensemble? C'est que vient de sortir le décret du 22 septembre 2022 concernant les réformes des accréditations concernant l'activité psychiatrique. Vous savez que ce décret, c'est un peu quand même une révolution dans nos fonctionnements et de ce qui va se mettre en place prochainement. Je l'ai relu un petit peu avant de venir aujourd'hui. Ce décret dit que donc la psychiatrie se coupe en quatre thèmes: la psychiatrie adulte, la psychiatrie enfant et adolescent, les soins sans consentement et la périnatalité. Voilà les 4 grands chapitres qui sont reconnus. Et ces différents décrets et arrêtés qui ont été mis en place ont pour objectif d'améliorer la fluidité de parcours, la sécurisation des soins, l'adaptation aussi financière par rapport aux activités. Tout ça, c'est très, très, très bien. Et en mettant quand même quelques petites phrases dans le décret que je vais vous renvoyer et qui méritent un petit peu réflexion. Premier élément, donc la prise de conscience que la prise en charge en pédopsychiatrie, maintenant, dans ces décrets, c'est plus 16 ans, c'est 18 ans. C'est-à-dire que le label d'autorisation en pédopsychiatrie va jusqu'à 18 ans. Nous, chez nous, à Rodez, ça va être une révolution dans la prise en charge, puisque pour l'instant, on assurait, je vous dis, à partir de 16 ans et parfois même quelques secondes. Mais ce décret met en avant la possibilité, et même incite à mettre ce qu'on appelle des unités mixtes, pour faire un mixte exactement entre le passage, la transition qu'il y aurait entre la pédopsychiatrie et la psy adulte, dans des unités dans lesquelles il y aurait un travail spécifique sur la dynamique de l'adolescence, la spécificité de la clinique de ces adolescents. On sait très bien que l'émergence des premiers symptômes psychotiques déstabilise énormément voilà, les patients, les familles. On va d'un monde d'une adolescence normale vers peut-être le monde, entre guillemets, de la folie. C'est un bouleversement terrible, alors qu'il y a déjà tout le bouleversement de la crise d'adolescence que vivent ces jeunes et leurs proches. En précisant bien que dans ces unités, il faut les 2 labels, psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, qui nous conduit bien à protocoliser de manière beaucoup plus intensive, régulière, les liens de partenariat et d'attendre des autorisations pour cela, pour mettre cela en place. Mais ce n'est pas tout. Cet arrêté précise aussi que la psychiatrie adulte peut, certes, il y a le mot exceptionnellement, garder ou accueillir en psychiatrie adulte à partir de l'âge de 16 ans. C'est-à-dire le décret met une barre limite qui est quand même 16 ans. Ça nous met un repère. Bien évidemment, pour cela, il faut, encore une fois, avoir labellisé un partenariat avec le service qui a le label sur la psychiatrie adulte et adolescent, et que dans les meilleurs délais, ce jeune rebascule vers le secteur de pédopsychiatrie. Mais, je veux dire, on va plus loin. Le décret dit aussi, exceptionnellement, on peut garder en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la majorité pendant un certain temps. Et là, le décret ne met pas de barrière comme il y a la barrière de 16 ans. Il n'y a pas une barrière de l'autre côté. Donc là, on ne sait pas jusqu'à quel âge peut-on garder, dans un intérêt, dans ces fameuses, notamment peut-être unités mixtes, des adultes qui auraient un intérêt à continuer dans ce travail. Donc vous voyez, on est quelque chose d'assez mouvant, dont les textes voilà, nous mettent quelques repères, nous incitent, voire nous obligent à faire certaines choses.
Et puis il y a une gentille phrase pour les directeurs qui vont apprécier, mais ils ont sûrement déjà lu et même encadré dans leur bureau cette phrase. Si cette mineure se retrouve dans le champ de la psychiatrie adulte exceptionnelle, je ne recommence pas tout ce que j'ai dit, le directeur doit assurer une sécurité spécifique de ce mineur. Les avocats apprécieront en cas de conflit la définition du mot spécifique sur les moyens mis dans l'établissement le jour où il y aura un incident qui concernera la prise en charge de ce jeune. Voilà un petit peu donc ce qui est mis en place, ce qui nous est proposé. Alors, qu'est-ce qui est donc si compliqué dans cette problématique? Je vais vous donner 2 exemples. Moi, dans mon expérience d'accueil sur le service des urgences donc des mineurs, l'élément qui me paraît le plus difficile à gérer, c'est la prise de conscience brutale, malgré tout, par les adolescents et par les familles qui rentrent dans le monde d'une maladie mentale. Même si, pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu plusieurs mois, voire même quelques années de prise en charge en pédopsychiatrie, le fait d'être face à de la psychiatrie adulte qui va évoquer un diagnostic de psychose, peut-être naissante, mais en tout cas les premiers symptômes hallucinatoires qui étaient quiescents quand ils passaient dans les services de pédopsychiatrie, et le diagnostic qui s'affirme est quelque chose d'extrêmement violent pour ces adolescents. J'en ai un qui m'a dit, en plus il déambulait dans le service à côté d'un patient qui avait une dizaine d'années de plus que lui, qui était un patient schizophrène, qui soliloquait, qui avait une gestuelle voilà, d'un psychotique en décompensation. Et il m'a dit cette phrase terrible, mais c'est ça mon avenir. Donc cette violence de réaliser que ce qui était plus ou moins dans le déni ou dans l'espoir de sortir de quelque chose, certes difficile dans leur évolution d'adolescents, mais qu'ils allaient rentrer dans une maladie chronique lourde et pour certains extrêmement déficitaire, et quelque chose d'extrêmement violent. Je vous donne un autre exemple de parents qui voilà, étaient très très angoissés en attendant un peu un diagnostic dans le bureau quand on discutait un petit peu de la prise en charge de leur enfant qui avait 17 ans, qui me disent « mais on a l'impression de le perdre une 2e fois ». Le fait d'arriver en psychiatrie adulte, vous objectivez qu'il a sa place là, qu'il a besoin de soins, pour nous, tout recommence à zéro, et c'est une autre maladie avec un élément de gravité qui se met en place, qui s'installe. Et c'est ce temps d'accompagnement, ce temps de travail avec nos jeunes et nos familles qu'il va falloir effectivement améliorer, intensifier, selon des processus dont les différents orateurs de cette fin d'après-midi vont vous parler, sur ce concept de transition et la manière effectivement de pouvoir arriver à coordonner nos activités dans ce paradoxe, c'est quand même assez fou, qui est une pathologie complexe qui va, à un moment donné, d'une grande instabilité, devoir être autour d'autres soignants eux-mêmes dans une mouvance entre tout le partenariat, les organisations qu'on va améliorer grâce à cette réforme des autorisations qu'on va arriver à mettre en place. L'autre problématique qu'on rencontre, en tout cas je vous parle sur mon service d'urgence, c'est tout ce test du renvoi de l'adulte sur l'adolescent, de la sexualité, d'un corps mal maîtrisé. Je ne vous parle pas de ceux qui ont des interrogations sur l'identité sexuelle et qui sont à la recherche avec des adultes autour d'eux, pas toujours bienveillants par rapport à l'approche auprès de ces adolescents. Cette confrontation brutale d'être dans un monde sexué autour d'eux, bien plus sexué que ce qu'ils pouvaient en tout cas avoir dans le fonctionnement de la pédopsychiatrie, en tout cas moins angoissé quand c'était un rapport sexuel d'adolescent à adolescent que quand c'était un rapport d'adolescent à adulte. Et là aussi, toute la difficulté, nous, qu'on peut avoir entre ces adolescents qui peuvent se rechercher aussi dans des conduites de provocation, hein, parce qu'elles sont à rechercher des limites, à rechercher comment est renvoyé dans le regard de l'autre leur sexualité et leur identité, et le comportement que les adultes peuvent avoir auprès d'eux. Un autre élément aussi qui nous pose problème, ce je trouve, on voit de plus en plus, c'est les ruptures scolaires, hein, et ces difficultés à pouvoir faire repartir, une espèce de phobie de la scolarité, qui fait que ces jeunes se retrouvent en rentrant dans le champ de la psychiatrie adulte avec la problématique éducative et le perte de lien entre tous ces pairs, l'adolescent, le lien scolaire est un lien extrêmement puissant. Dans tous les rituels aussi d'évolution dans la vie, ce sont des rituels importants pour arriver au stade de l'adulte, et tout ça est un peu mis à mal dans cette prise en charge. Après, l'autre problème qu'on voit aussi apparaître de plus en plus,
Et là, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas lu dans la littérature à ce jour encore d'explications claires. Vous avez sûrement, un grand nombre d'entre vous, été mis au courant depuis la sortie du deuxième confinement Covid, d'une très très forte augmentation d'hospitalisation, de consultation pour des troubles anxieux chez adolescents et jeunes adultes avec des pensées suicidaires. Mais ce qui est tout à fait étonnant dans cette augmentation qu'on pourrait comprendre dans un sens global de la population, des pertes de repères, que tout s'arrête, l'isolement tous les processus de confinement. Mais ce qui est très particulier, c'est surtout les filles. Cette augmentation extrêmement importante, c'est plus de 20%. Enfin, c'est des chiffres qui sont d'une puissance assez impressionnante de pensées suicidaires, de passage sur les services d'urgence généraux ou nos services psychiatriques sur la fin d'adolescence et le début de l'âge jeune. Et paradoxalement, ça touche principalement les filles, mais quand on regarde les suicides, on est toujours à 2 hommes sur 3 femmes, 2 hommes pour une femme, pardon, pour 3 suicides qui touchent les hommes. Et là, il y a plutôt globalement une baisse. Pour l'instant, on est à moins 20% du nombre de suicides dans la population, même dans l'Europe, dans sa grande majorité, sur ces 10 dernières années. Et malgré l'effet Covid, ça reste des chiffres qui restent valides. Donc un décalage entre des processus d'expression, d'un mal-être, d'une anxiété, d'une souffrance. Peut-être nos collègues pédopsychiatres vont répondre à ça, qui touche plus spécialement nos adolescentes en fin de cursus. Donc, je vais bientôt en rester là. Donc, nos 3 orateurs vont être présentés. J'ai pu lire leur intervention, donc j'ai l'eau à la bouche de savoir comment on va pouvoir définir qu'est-ce que c'est qu'un adulte. Alors là, vous avez 4 jours pour nous le présenter, Aurore. Mais aussi, très intéressant, la pratique d'un hôpital de jour que Agnès va nous présenter et qui me parle beaucoup sur les difficultés, mais aussi les réussites de cet hôpital de jour, et notre IPA aussi, jeune IPA, donc, qui va bientôt être titré, qui va aussi nous parler un petit peu de toute la mise en place des succès et difficultés de cette période de transition. Je passe la main à mon modérateur. Merci. Donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque je vais essayer de tenir l'horaire. On devait finir à 12h30 et nous essaierons de finir à 12h30 la table ronde. Donc Aurore Maître, qui est pédopsychiatre au centre hospitalier de Sainte-Marie-Clermont. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, psychiatrie adulte, quelle transition pour nos jeunes et leurs familles, sans oublier que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Tout à l'heure, nous avons abordé la question de la transition de l'adulte vers le pôle personne âgée. Cette fois-ci, c'est une toute autre transition, celle de l'adolescence vers la psychiatrie adulte. C'est une période de grande vulnérabilité pour ces jeunes, une période aussi d'une toute autre transition qui survient, celle du devenir adulte. Qu'est-ce qu'être adulte? Quand est-ce qu'on le devient? C'est par ces quelques définitions que je commencerai mon propos. Si nous reprenons une définition toute simple, Larousse, être adulte, c'est être parvenu au terme de sa croissance, à son plein développement, quelqu'un qui fait preuve d'équilibre et de maturité. Est-ce que c'est à 18 ans? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? La question reste ouverte. Dans d'autres domaines, la biologie, le CNRS nous dit qu'on arrive au terme de la croissance. C'est tout être qui a à peu près atteint son complet développement. Même le CNRS met une certaine incertitude et un flottement quant à cette question d'être adulte. Être adulte, toujours pour le CNRS, ça va concerner la reproduction, quelqu'un qui va être apte à se perpétuer par la voie sexuelle. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas besoin d'attendre 18 ans pour pouvoir se reproduire. En psychologie, pour Freud, être adulte, c'est être autonome, capable d'aimer et de travailler. Même Laïus, pas sûr qu'il faille attendre 18 ans. En sociologie, c'est un peu plus complexe, parce qu'on voit une évolution au fur et à mesure des années. Dans les années 50, être adulte, c'était désirer un idéal type, c'est-à-dire la mère au foyer, l'homme de métier, le prêtre, le militaire, etc. Dans les années 60, être adulte, on se définissait par des projets, par des franchissements d'étapes. À partir des années 80, on voit déjà une diminution de ces rites de passage que je vous détaillerai un peu plus tard. Actuellement, être adulte, ce n'est plus que, entre guillemets, être responsable face à ses problèmes. C'est quelqu'un qui affronte les obstacles de la vie.
Dans un autre domaine qui est celui de la philosophie, Pierre-Henri Tavoyot nous dit qu'être adulte, l'entrée dans l'âge adulte, n'est plus un rite mais un seuil. Le rite de passage est un dispositif culturel très sophistiqué et collectif. Le seuil, lui, est un infléchissement. Chaque individu détermine ses seuils. Ce sera à chaque fois une expérience particulière, comme la naissance du premier enfant, le premier bulletin de paye, un séjour à l'étranger. C'est toujours une expérience individuelle. Devenir adulte en France. 19e, début 20e, on a plusieurs étapes. Déjà, le passage entre l'enfance et l'adolescence, la première communion, le certificat d'études. Puis le passage à l'adolescence et au début de la vie adulte, la conscription qui concernait toute une catégorie de jeunes hommes. Puis ceci était concrétisé par le mariage. Désormais, cette transition est beaucoup plus progressive, ponctuée de premières fois, la première cigarette, le premier baiser, première rupture amoureuse, premier travail, premier logement, premier enfant, premières vacances sans les parents, premier rapport sexuel. On n'a plus ce caractère coordonné et commun, ça va être des expériences propres et c'est un caractère qui est beaucoup plus tâtonnant. Ce qui est aussi notable, c'est que cette période de transition, depuis les années 60, est beaucoup plus longue, en lien avec des facteurs sociétals. La scolarité qui est plus longue, l'accès à la scolarité aussi pour les femmes dans les études supérieures qui était moins le cas auparavant, la précarité, le chômage et le contrôle de la fécondité. Au niveau légal, 18 ans, devenir adulte, ça donne accès à quoi? Au droit de vote, au permis de conduire, à l'achat d'un bien immobilier, à la capacité de se marier, d'ouvrir un compte bancaire et d'avoir son propre foyer fiscal. Entre 2012 et 2013, Ipsos a réalisé une enquête auprès de 650 adolescents un peu partout en France. La question était « Qu'est-ce que devenir adulte? Qu'est-ce que cela représente pour vous ?» Les 3 piliers qui ont été décrits par ces jeunes, c'est d'avoir des responsabilités, d'être indépendant financièrement, d'être autonome. Vaste programme pour ces jeunes. 29% d'entre eux ont pu dire être quand même impatients à l'idée de devenir adulte. Maintenant, la transition dans les soins. Être adulte, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Cependant, à 18 ans, il nous est quand même demandé que ces jeunes puissent passer dans une autre dimension, la psychiatrie adulte. Comme a pu l'évoquer le docteur Omer, tout ça aussi est complexifié avec les différentes réformes, les décrets qui sont sortis entre 2022 et 2024. Ceci implique une réorganisation dans nos soins, avec la mise en place de dispositifs spécifiques pour la transition pour les adolescents, pour que ceci se passe dans de meilleures conditions. 2 définitions sont à évoquer, la transition et le transfert. La transition, c'est un temps qui est spécifiquement dédié au mouvement délibéré et planifié des adolescents depuis un système de soins adolescents vers un système de soins adultes. Ce n'est pas un transfert. Un transfert, c'est un arrêt brutal, sans passage. Le transfert, ça va être une hospitalisation en urgence, ça va être une hospitalisation pendant une période de crise, ce qui est une contre-indication au fait de réaliser la transition qui doit se faire dans un temps où le jeune est quand même globalement stable. Les constats, c'est qu'on a un paradoxe, avec une accessibilité aux soins à cet âge qui reste compliquée, un fossé entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, cette barrière de l'âge aussi qui nous contraint. Les symptômes restent très aspécifiques pour cette population. Et puis il y a aussi le manque de formation qui est retrouvé notamment en France par rapport à d'autres pays comme l'Australie ou la Belgique. Les objectifs de la transition pour les soignants, c'est d'assurer une continuité des soins, et pour les familles, c'est de leur procurer une sécurité. On l'a déjà évoqué, il y a 2 cultures. Celle de la pédopsychiatrie qui est perçue comme plus protectrice, orientée vers la famille. La psychiatrie adulte, elle, est vécue comme étant plus autonomisante, individualisée et centrée sur le diagnostic ou le trouble aigu. Les jeunes qui vont aller du côté adulte ont une crainte de la chronicité, de la stigmatisation. Ils ont le sentiment d'aller vers un passage permanent dans un groupe de malades. En termes de démographie, cette population pour laquelle il nous est demandé d'effectuer la transition est une population à risque. L'âge d'émergence des pathologies, on a 62% des pathologies psychiatriques qui émergent avant l'âge de 25 ans, 48% avant l'âge de 18 ans. La maladie mentale est la principale cause d'invalidité pour les 10-24 ans. La dépression et l'anxiété sont parmi les principales causes de morbidité et d'incapacité chez les adolescents. Et le suicide est l'une des principales causes de décès chez les 15-19 ans. Ce graphique permet de mettre aussi en avant les différentes pathologies et l'hétérogénéité des cliniques par rapport à cette population.
Entre 10 et 25 ans, c'est le moment où peuvent apparaître les troubles du comportement alimentaire, les mésusages, les troubles de la personnalité, les troubles thymiques, les schizophrénies, etc. Ce qui rend compliqué l'adressage et l'orientation de ces jeunes. Pour cette transition, on va voir qu'il y a beaucoup de réticences par rapport aux changements qui sont propres aux patients, à la famille ou bien alors aux équipes. La confrontation aux patients plus âgés à l'évolution possible de la maladie, le sentiment d'être stigmatisé, la méconnaissance des structures adultes qui complexifient notre adressage, les difficultés à s'autonomiser pour certains jeunes, le peu, voire l'absence d'étayage social, le peu d'adhésion aux soins, les difficultés à créer du lien avec les équipes et également la non-volonté de répéter l'histoire. Les difficultés pour la transition sont majorées par différents critères qui sont soit socio-économiques ou médicaux. Au niveau socio-économique, les placements en institution, les minorités ethniques, les réfugiés, les gens du voyage, les sans domicile fixe, les déscolarisations, si on peut rajouter, et l'absence de projets professionnels. Au niveau médical, ça va être certaines pathologies. Si des filières spécifiques existent de côté adulte, la transition se fera de manière beaucoup plus aisée, notamment pour les troubles neurodéveloppementaux, les troubles graves de la personnalité, les troubles psychotiques, les troubles du comportement alimentaire et les dépendances. En 2020, le PIS a réalisé une étude de la littérature qui permettait de classer en 5 dimensions les éléments d'amélioration, les craintes et les freins autour de la transition. Des éléments au niveau des patients, des professionnels de santé, en termes d'organisation, de politique et d'éthique. Il y a déjà des éléments qu'on a pu aborder sur les diapositives précédentes. Au niveau du patient, cependant, on peut rajouter le fait qu'il est nécessaire et important de maintenir un environnement familier pour le jeune, de limiter au maximum la discontinuité des soins. Les professionnels de santé peuvent mettre en avant le manque de formation, la nécessité de comprendre les besoins spécifiques de cette population, d'assurer un transfert d'informations entre les deux secteurs et de permettre une continuité. Au niveau de l'organisation, donc c'est cette accessibilité au secteur adulte qui parfois est très compliquée selon les secteurs, en lien avec des listes d'attente longues, le fait parfois de devoir attendre 18 ans pile pour pouvoir adresser nos jeunes, ce qui du coup retarde l'adressage et qui provoque des discontinuités et des ruptures de soins. Au niveau politique, c'est le manque de guidelines internationales. En Europe, seuls 2 pays possèdent des guidelines, c'est le Danemark et le Royaume-Uni. 17 pays n'ont pas de service de préparation à la transition et 8 seulement ont une organisation spécifique en psychiatrie adulte pour l'accueil de ces jeunes. Pour tout ce qui est éthique, c'est ce qu'on avait déjà abordé sur la stigmatisation. Les freins à la réussite, donc la nécessité de partager les informations et d'échanger entre professionnels, les différences de fonctionnement entre les structures, les différences d'objectifs et de critères de soins ados-adultes, la spécificité du fonctionnement de l'adolescent et la résistance des familles qu'il faut prendre en compte, la résistance également des équipes qui ont des difficultés à pouvoir lâcher aussi ces jeunes vers un monde qu'ils ne connaissent pas forcément, les représentations mutuelles erronées des services et la problématique de séparation et de culpabilité du côté des pédopsychiatres et des équipes. On a pu voir tous les freins, la complexité par rapport à cette transition, mais comment est-ce qu'on peut l'effectuer dans de bonnes conditions ? 2 modèles ont été décrits. La coordination de la transition aux transitions gérées, c'est l'étude Milestone, et la création de services spécifiques dédiés, comme il a été expérimenté en Belgique. Milestone, c'est une étude mise en place depuis 2020. 8 chercheurs, 8 universités européennes, parmi Warwick, Dublin, Rotterdam et Dordrecht, Ulm, Fürstenfeldbruck, Split, Brescia et Montpellier en France. Le constat de départ, 95% des jeunes déclarent avoir une coordination dans leur transition de faible intensité, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Les objectifs de cette étude étaient d'identifier les différents systèmes de soins et de formation, d'étudier les trajectoires de transition, de comprendre l'évolution des jeunes au sein de ces trajectoires et de tester un modèle d'intervention innovant en matière de transition. Les constats durant leur étude, c'est qu'il y avait peu de planification pour cette transition, qu'il n'y avait pas de période de suivi conjoint entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la psychiatrie adulte, qu'il y avait une perception différente par rapport à ces patients, qu'il y avait un sentiment de mauvais accueil du côté de la psychiatrie adulte et un sentiment de pression du côté de la pédopsychiatrie pour effectuer cette transition. Pour cette étude, ils ont utilisé l'outil TRAM, excusez-moi pour l'anglais, Transition Readiness and Appropriateness Measure, c'est-à-dire un passeport de transition. C'était un questionnaire qui était rempli
par le jeune, par le clinicien et les parents sur différents critères, les symptômes, les facteurs de risque, les gènes ressentis et les dimensions d'intérêt pour préparer la transition. Avec ces 3 courbes, on pouvait ainsi déterminer si une transition du côté de la psychiatrie adulte était nécessaire ou pas et comment l'organiser. Les intérêts retrouvés par cette étude pour accompagner la transition, c'était la connaissance des différents services, les barrières spécifiques à la transition et comment est-ce qu'on peut les surmonter, comment est-ce qu'on gère le développement de chaque jeune, quel est l'effet de la pathologie sur le processus de développement normal, comment on organise la transition avec chaque partie, quand et comment on l'aborde, comment on accompagne également la famille, car il ne faut pas oublier les familles dans la pédopsychiatrie, quelle est l'influence des facteurs liés à la pathologie, et aussi comment faire face au déclin de l'implication des parents lors de la majorité de leurs enfants. L'étude de cohorte initiale de Millestone, au travers de ces chiffres, on peut voir qu'il y avait quand même une très faible minorité de la file active des adolescents qui ont pu effectuer une transition dans de bonnes conditions, seul à peine 20%. Il y en a quand même 9% qui sont restés en pédopsychiatrie et au total 27% qui ont soit expérimenté une discontinuité ou une interruption de suivi. Les 5 propositions de Millestone pour réaliser une transition dans de bonnes conditions, c'est d'évaluer la nécessité d'une transition et le planifier au travers de l'outil TRAM, de la planifier dans le temps avec le jeune et la famille, tout en remettant le jeune au centre du processus. Il est quand même important de prendre en compte ce qui est important pour le jeune, de pouvoir lui expliquer les différentes possibilités de ce qui existe en termes de relais et de prise en charge du côté adulte, et de pouvoir le soutenir dans cet engagement vers une nouvelle équipe. La réalisation de réunions de transition avec tous les intervenants, que le suivi puisse être chevauché entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte pour faire une rupture moins rapide et moins brutale, et de pouvoir aussi s'appuyer sur le soutien de patients experts ou même de pères aidants qui ont pu expérimenter la transition. L'expérience belge correspond, elle, à 4 années de recherche-action en psychiatrie de transition. Eux, ils ont pris le parti de créer plutôt des services 16-23 ans. Il y a eu la création de 2 chaires en psychiatrie de transition en 2019, financées par le gouvernement, et la création d'un certificat d'université en psychiatrie 16-23 ans à partir de 2022. Leur bilan en termes de ces 4 années de recherche-action, c'est qu'il est nécessaire d'offrir une prise en charge accessible et flexible, de partager les expériences et les expertises des psychiatres enfants, adolescents et des psychiatres adultes, d'impliquer les jeunes dans le soin et dans leur prise en charge, et d'assurer la coopération entre les différents réseaux. Pour ce qui se fait ailleurs, donc on a TRAC au Royaume-Uni, qui retrouve comme critère d'une transition optimale les critères qu'on a déjà abordés, ce qui est plutôt rassurant. Nous sommes tous d'accord sur ce qui est nécessaire pour cette transition. La nécessité d'un transfert d'informations d'un service à l'autre, d'une période de jonction et de coordination, d'une transition progressive et une réunion interservice de planification. La flexibilité restait le maître mot par rapport à cette étude TRAC qui a été réalisée en 2010. Dans cette étude sur leur file active, ils considéraient que 25 à 49% des jeunes nécessitaient une transition du côté adulte. Ils remettaient également en avant que la période de crise est une contre-indication à la réalisation de la transition et que seulement 50% des transitions étaient effectuées. Les dispositifs qui sont implantés à l'étranger, nous avons Headspace en Australie qui accueille les jeunes et les familles depuis 2006 pour les 12-25 ans avec des soins intégrés. Les objectifs, c'était de permettre d'obtenir l'adhésion des jeunes, d'avoir un lien entre les services et l'école, de fonctionner comme un guichet unique à travers un centre accessible implanté en zone rurale ou sous-dotée. 4 centres ont été créés à orientation spécifiquement psychiatrique, notamment Origène pour tout ce qui est psychose précoce. YouSpace au Royaume-Uni ont des centres spécifiques pour les psychoses, les troubles déficitaires de l'attention et l'hyperactivité, les troubles du comportement alimentaire et tous les aspects médico-légaux. Et enfin, Jigsaw en Irlande, depuis 2006, ont comme principe quelqu'un vers qui se tourner, quelqu'un à qui parler avec 10 centres répartis dans le territoire irlandais. D'autres dispositifs existent à l'étranger, mais je ne les ai pas forcément tous détaillés aujourd'hui. Pour conclure, les 6 clés nécessaires, à mon sens, au travers de ces différentes études pour permettre une réussite dans la transition, c'est d'impliquer les jeunes dans cette transition à tous les niveaux pour permettre une meilleure adhésion et diminuer la stigmatisation, que la décision soit partagée, qu'il y ait une intervention précoce, qu'il y ait des liens entre les différents services, qu'on arrête les périodes de discontinuité dans cette période à risque et qu'on puisse aussi réfléchir autour de la culture jeune et de parler le même langage.
En termes de même langage, je pense qu'il est important pour chaque praticien de connaître TikTok, Instagram, Fortnite. C'est des choses qu'on retrouve dans chacune de nos consultations et qui semblent nécessaires. Merci beaucoup. Je laisse Merci, docteur. Vous avez parfaitement tenu le temps. Ça n'était pas simple avec votre exposé extrêmement dense. Tentative de définition. Voilà, c'était parfait. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions parce que c'était voilà, beaucoup de choses. Donc, une expérience à partir de la pratique. Docteur Holzner, qui est psychiatre de l'enfance et de l'adolescence au centre hospitalier de Privas. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, je partage tout ce qui a été dit par ma collègue, qui sera éclairée parce que l'expérience de l'hôpital du jour que j'anime depuis maintenant presque 2 ans et demi. J'ajouterais quand même que c'est la psychiatrie de transition, m'apparaît un terme un peu bizarre, parce qu'on a de plus en plus de consultations de changement de genre. Et donc, transition évoque parfois autre chose. Voilà. C'est quoi le bouton Ah, celui-là. Ouais. Donc cet hôpital de jour, il a été, j'allais dire, octroyé par l'ARS en 2001. Il a ouvert en novembre 2021, excusez-moi, je me rajeunis. Et il accueille 8 adolescents dits en crise, c'est-à-dire on avait une limite d'hospitalisation de 3 mois, de 1 à 3 mois. Ce qui est à peu près, d'ailleurs, la moyenne de temps d'hospitalisation après 2 ans et demi d'expérience, avec une équipe quand même assez solide, surtout quand on sait les difficultés parfois de l'intra-hospitalier, qui est composée de 5 équivalents temps plein en termes infirmiers et éducateurs. Moi, je suis à mi-temps, il y a une assistante sociale à mi-temps, une secrétaire à mi-temps, et puis une psychomotricienne qui intervient une journée. Le seul gros bémol, c'est qu'on a été installé, j'allais dire, de façon un peu lapidaire et rapide dans un EHPAD. Alors, c'était intéressant parce que j'interviens après tout ce qui a été dit sur le vieillissement. Donc, autant vous dire que je n'ai rien contre les EHPAD, qui nous ont accueillis bien volontiers, mais la cohabitation n'est pas simple. Je dirais plus côté ado, dans le sens où on a quand même des personnes très dégradées, beaucoup d'enterrements, surtout l'hiver, et tout ça se mélange, fait un mélange des fois un petit peu détonnant. Donc depuis 2 ans et demi, on nous dit qu'on va nous trouver un local, mais à ce jour, c'est toujours, on attend. Voilà. Alors, la moyenne est environ d'1 mois, sachant qu'effectivement, comme on ne vient pas le week-end, ça fait à peu près une 20aine de jours, et assez rapidement, on installe à un temps partiel, une fois que le jeune est un peu stabilisé, et la plupart du temps, non pas la plupart du temps, et qu'il souhaite venir moins longtemps. Alors les problématiques de ruralité que je découvre, puisque j'étais lyonnaise auparavant, c'est que les trajets sont très longs, il faut volontiers entre une demi-heure, voire 1 heure pour venir, une demi-heure à 1 heure pour repartir. Donc effectivement, les jeunes sont en difficulté. Et puis, un certain nombre, on va travailler à ce qu'ils retournent au moins partiellement à l'école, ce qui fait que, disons, dès la fin du 1er mois, la plupart du temps, sont à temps partiel. Donc jusqu'à fin 2003, on a reçu une 50aine de jeunes de 13 à 18 ans. La moyenne d'âge est d'environ 15 ans et demi, 16 ans. Et il y a une majorité de filles, même si on sait bien que les troubles graves de la psychiatrie sont aussi le fait des garçons, mais qui viennent moins volontiers aux soins, où c'est plus difficile de les y amener. Les motifs d'hospitalisation, je les ai mis un peu par ordre décroissant. Les troubles anxieux, ce qui a été dit tout à l'heure, dans lequel je mets la phobie sociale et la phobie scolaire, qu'on appelle maintenant refus scolaire anxieux. Les troubles de l'humeur, qui peuvent être associés évidemment à ces troubles anxieux,
avec plus ou moins une crise suicidaire associée. Les troubles bipolaires qui apparaissent souvent à cette période et qui peuvent se mélanger avec le trouble du déficit de l'hyperactivité et le déficit de l'attention, les troubles psychotiques décompensés ou émergents, et puis tout ce qui est troubles du comportement, TCA, réaction à stress post-traumatique, et les troubles sévères de la personnalité. Voilà, j'ai mis un peu ça, mais c'est finalement c'est pas forcément très représentatif vu le nombre de jeunes qu'on a accueillis jusqu'à présent. Mais vous voyez que les troubles anxieux et les troubles anxio-dépressifs représentent quand même une bonne partie des jeunes que nous recevons. Alors j'ai mis comorbidité dans le sens où c'est plus une conséquence que l'axe principal des troubles, quoique on peut dire que la phobie scolaire c'est un trouble principal. Mais en tout cas, presque tous les jeunes qui viennent dans notre unité sont déscolarisés. Et cette déscolarisation est liée ou non au trouble. Elle peut être primaire s'il y a une phobie scolaire et elle peut être secondaire aux troubles psychiatriques. On a vu ce que vous avez dit tout à l'heure, une augmentation phénoménale des troubles de la scolarité depuis le Covid. J'ajouterais que quand je demande aux jeunes à quel moment ils ont été vraiment heureux, beaucoup me répondent pendant le Covid. Donc pendant le Covid, ils n'allaient pas à l'école et ils avaient leur famille à demeure. C'est vraiment, je pense qu'ils y ont pris goût. Donc ce qui a été épouvantable pour les parents, c'est avéré parfois une expérience agréable pour les enfants et les jeunes. Voilà. Et donc nous, de fait, alors qu'on était un peu inexpérimentés à ce niveau-là, on a été obligé de prendre en compte ces troubles de la scolarité dans la prise en charge de ces adolescents. J'ai mis comorbidité non spécifique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des axes principaux de l'arrivée à l'hôpital de jour, mais qu'on va découvrir au fil de l'évaluation et de la prise en charge. En particulier les troubles alimentaires, qui peuvent être plutôt des troubles alimentaires avec une alimentation, je dirais, élective, sélective, où on ne mange pas de ceci, on ne mange pas de cela, où on ne mange pas à midi, etc. L'alimentation est pour au moins la moitié des jeunes un problème. On ne sait pas toujours comment s'y prendre, parce qu'il est difficile d'avoir un catalogue. Au départ, on leur avait même proposé qu'ils amènent chacun leur repas, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que plus aucun ne mangeait à la restauration collective qui leur est proposée. Tout ce qui est attaque corporelle, qui fait partie des troubles de l'adolescence et des troubles de la personnalité, mais c'est pareil, qui peuvent être une conséquence des troubles. Tout ce qui est scarification, automutilation. J'ai mis aussi dans ce gros package les petites tentatives de suicide. Alors je dis petites avec tous les bémols qu'il faut mettre à petites. Les prises de médicaments, les prises de psychotropes, les prises de produits psychoactifs. Quand je les marque dans comorbidité non spécifique, elles ne sont pas primaires à type comme symptômes. Il y a tout ce qui est particulièrement dans notre cohorte de filles traumas sexuels, pareil, qui n'ont pas été forcément exprimés pendant les consultations préalables, mais qui vont finalement, au fil des jours, apparaître comme des éléments souvent déclencheurs de la pathologie. Et puis, évidemment, pédopsie, ce qui est très important, c'est l'enfant n'est pas seul, l'enfant est dans son environnement familial. C'est d'ailleurs souvent les parents qui sont à l'initiative de l'hospitalisation, et on va découvrir avec la rencontre de ces familles, des familles qui sont dysfonctionnantes. Quand je dis dysfonctionnantes, c'est pas forcément les parents qui sont au départ dysfonctionnants, mais on va dire que les troubles graves, l'autisme, la psychose, etc., rendent les familles parfois folles. Je mets ça avec tous les guillemets, dans le sens de se dire que vivre avec quelqu'un qui va très mal, ça modifie aussi sa façon de penser. J'ai mis trouble de l'altérité à titre de 100%. Il y a quelque chose qui est propre à tous les jeunes qui viennent chez nous et que je leur annonce dès le départ, c'est que tous ont un problème avec les autres. Alors évidemment, dans ce problème avec les autres, il y a l'adolescence, la prise de conscience de soi, la prise de conscience du monde, mais aussi évidemment les troubles relationnels
qui sont pratiquement présents dans toute la pathologie psychiatrique. Et qu'au fond, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils vont rencontrer un groupe d'ados, mais c'est aussi ça qu'ils vont devoir, pour lequel ils vont devoir trouver des solutions. Alors les objectifs, bon, j'ai mis un espèce de gros vrac. Évidemment, en premier, j'ai oublié de le noter, mais ça va être l'évaluation des symptômes. Une des grandes difficultés pour moi de la pédopsie, et particulièrement de la pédopsie à l'adolescence, c'est d'annoncer un diagnostic et même d'évaluer un diagnostic. Et pourtant, Dieu sait que les familles nous le demandent. Moins les jeunes, je dois dire, qui ne sont pas forcément pressés d'apprendre qu'ils ont un trouble grave, un trouble bipolaire ou une schizophrénie. Et que je mets beaucoup de réserve à annoncer tout de suite, sauf si c'est d'une évidence, évidemment, enfin voilà, ou que la pathologie était déjà présente bien avant l'hospitalisation. Mais je suis toujours prudente avant d'annoncer, parce qu'on sait que dans l'adolescence les choses sont mouvantes et que des symptômes très bruyants peuvent finalement s'estomper, voire disparaître avec l'amélioration de l'état thymique, ou etc., ou même la prise d'un traitement. Donc nous, on va beaucoup s'intéresser à l'évaluation des troubles, et si tant est que les troubles deviennent évidents, on va beaucoup travailler à l'éducation thérapeutique, tout ce qui a été dit hier en termes de remédiation, en termes d'apprentissage de ce que c'est que la maladie, et donc le sens de prendre un traitement dans sa régularité, etc. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, parce qu'on a le temps de le faire dans un système d'hospitalisation de jour quotidien. On leur apprend aussi à gérer leurs états émotionnels, en particulier l'angoisse, qui est souvent l'objet de ce qui les empêche d'aller vers les autres, ce qui les empêche d'aller à l'école, ce qui les empêche de prendre du plaisir. On va faire aussi tout un tas de médiations physiques autour du bien-être, des activités bien-être, on se maquille, on fait du relooking, on fait du sport. Et puis tout ce qui est du registre créatif, du style ludique, les jeux de société, les sorties extérieures, cuisiner, mais aussi apprendre à faire ses courses, à demander quelque chose, et tout ça, c'est pour certains très difficile. Je l'ai mis tout en dernier, alors que c'est une énorme partie, en tout cas, de mon travail. C'est tout le travail de liaison et de guidance avec les familles et les travailleurs sociaux pour les jeunes qui sont placés ou qui sont en famille d'accueil, et aussi tout le travail qu'on fait avec la scolarité. On a développé tout un réseau avec les collèges et les lycées, puisque évidemment les jeunes que nous recevons sont en secondaire. Alors 18 ans. Donc bon, j'ai fait ma petite revue, et depuis l'ouverture, 18 jeunes ont eu 18 ans. Donc les motifs des troubles sont les mêmes que ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure. 15 étaient déscolarisés pendant l'hôpital de jour, certains depuis plus d'1 an. Il y a des jeunes qu'on reçoit qui n'ont pas été à l'école depuis 3 ans, je ne sais pas si vous imaginez, qui ne font absolument rien. 11 ont pu reprendre soit une scolarité, soit une formation, et 3, quand même, ont été hospitalisés depuis leur sortie, régulièrement en secteur adulte. Voilà. 11 jeunes ont poursuivi leurs soins. Donc ça viendrait presque un peu infirmer tout ce qu'on a dit. Ça veut dire que quand même, malgré toutes les difficultés que je vais vous expliquer, que je vais vous exposer tout de suite, on est quand même arrivé à ce que ceux qui souffrent beaucoup continuent à être suivis, soit en CMP adulte, soit beaucoup en libéral. Il n'y a aucun pédopsychiatre sur Aubenas, mais en tout cas, il y a pas mal de psychologues avec lesquels on travaille, et 3, comme je vous disais, qui ont été hospitalisés en secteur adulte. 4 ont complètement arrêté leur suivi, donc pour différentes raisons. 2 ont déménagé dans une autre région, et 1 est perdu de vue, et celle qui est perdue de vue, que j'ai cherché sur Cariatide, pour pas, je crois qu'elle a déménagé, et elle n'a pas on n'a pas de suite si elle est continuée voilà. Alors les écarts entre les difficultés du passage, c'est l'écart entre les recommandations qu'Aurore nous a exposées et puis la réalité de terrain. Est-ce qu'effectivement la réalité de terrain, c'est moins sympa? Alors cet écart, c'est une somme de problématiques, en tout cas dans notre territoire très rural. C'est le ratio très faible de médecins.
cet écart entre les besoins et les possibilités de consultation, comme dans presque partout en France, enfin dans beaucoup de départements. Il faut à peu près 6 à 8 mois pour un rendez-vous médical sur Aubenas, et il n'y a pas de libéraux. Voilà. Donc il faut faire avec tout ça, sachant, pour vous donner un petit ordre d'idée, qu'à ce jour, d'ici un peu plus d'un mois, je serai toute seule à mi-temps sur l'ensemble du secteur de Sud-Ardèche. Mes 2 collègues ont démissionné. Pas parce qu'ils n'étaient pas bien, mais parce qu'ils avaient d'autres projets de vie. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a toute une somme de jeunes de jeunes et d'enfants, parce qu'évidemment on s'occupait aussi d'enfants, qui n'auront pas de suivi médical. Certains ont des pathologies très lourdes, nécessitent des traitements médicaux. Voilà, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, cette absence de médecins fait que la coordination et la liaison avec les collègues, il n'y en a pas puisqu'ils ne sont pas là. Donc, on le fait évidemment avec les infirmiers. Le rôle de l'IPA qui est présente ici est très important, mais elle ne peut pas non plus remplacer ceux qui font défaut totalement. Pourtant, je sais par expérience, mais ça, expérience presque de toutes les transitions, c'est que si on confie, mais vraiment on confie un patient à un collègue, déjà qu'on connaît un peu, même par téléphone, et ça fait toute la différence. Et quand on peut, maintenant je ne suis plus au CMP, donc je ne fais plus, mais par exemple les jeunes qui étaient suivis au CMP, je les accompagnais personnellement jusqu'au CMP adulte. Et ça facilite au moins à 60% la transition. Alors, les raisons de tout ça, c'est que ce changement, comme tu l'as dit, Aurore, c'est porteur d'angoisse pour tous les patients, j'allais dire, quel que soit leur âge. Quand j'ai arrêté mon activité libérale et que j'ai dit à mes patients que je m'arrêtais, alors qu'il y a encore des psychiatres libéraux à Lyon, c'était quand même effrayant. Parce que ça fait des années, des fois, qu'on parle à son psy. Ça s'appelle le transfert, le contre-transfert, et toutes ces choses. Et qu'on va forcément s'adresser à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui va prendre du temps à nous connaître, qui va avoir un style différent. Et pour ce qui est des institutions, des fois des projets, des propositions de soins qui seront différentes, en particulier quand on passe d'un secteur enfant au secteur adulte. Donc tout ça, c'est pas simple. De plus, les jeunes sont plus ou moins inquiets de passer à l'âge adulte. À la fois, ils l'espèrent, mais je vais le caricaturer, mes parents me font plus chier, pour dire les choses de façon un peu crue, mais en même temps, c'est redoutable, parce que, comme a dit Aurore tout à l'heure, passer à l'âge adulte, pour certains, c'est les responsabilités, et de passer de 0 responsabilité à X responsabilité, ça paraît vraiment effrayant. Et d'autant plus que les jeunes dont on s'occupe, c'est souvent ceux qui n'ont pas eu à confirmer une estime de soi par les rituels de passage qui, généralement, nous aident à grandir. Alors, j'en ai donné quelques-uns parce que c'est les plus évidents, mais il y en a certainement d'autres, le bac, le permis de conduire, les études supérieures, le déménagement à Aubenas pour faire ses études, il faut aller forcément dans une grande ville. Et ce non-accomplissement lié à la pathologie, ça rend encore plus inquiétant le passage à ces fameux 18 ans. De plus, pour certains jeunes, alors, ça c'est le côté plutôt positif, on va en profiter pour arrêter le suivi, même si ça va pas. Bon, c'est bon, parce qu'il y a quand même des gamins qui sont suivis depuis des années, pour peu qu'ils aient des troubles autistiques, des troubles graves de l'humeur, des troubles psychotiques. Donc c'est des gamins qui ont eu X psychologues, qui ont fait les groupes de ci, les groupes de là, au CMP. Et là, on dit, oh bon, c'est bon, maintenant je suis plus obligée, j'y vais pas. On va aussi dire, bon, puisqu'il faut changer de psy, c'est bon, pour l'instant, je fais une pause. Des fois, la pause, elle se termine des fois par une rechute explosive avec une hospitalisation. Et puis, une chose très importante, c'est qui définit aussi la pédopsie par rapport à la psy adulte, c'est que quand même, c'est mes parents qui m'emmenaient voir le psy. Et si c'était, alors par l'intermédiaire d'un taxi, mais en gros, c'est quand même, finalement, l'enfant reste un peu l'objet des parents. Et là, tout d'un coup, en devenant adulte,
eh ben, je deviens moi-même sujet de ma propre existence et donc de mes difficultés, que j'accepte ou que j'accepte pas, que je vais accepter de soigner ou pour l'instant de ne pas accepter de soigner, puisque moi je pense que j'ai pas de problème. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui pensent que c'est les autres qui ont un problème et pas eux. Vous me direz que dans la pathologie mentale, c'est quand même, ça arrive souvent. Il y a une autre chose, dans les CMP adultes, en tout cas ceux que je connais, il faut prendre son rendez-vous tout seul. Ça veut dire on est responsable de ses soins. Et bien quand on a été, peut-être 2 jours avant, on était encore mineurs, c'était la plupart du temps, c'était les parents qui prenaient le rendez-vous. Et là, tout d'un coup, prendre le téléphone, ce qui est difficile pour tout un chacun, de prendre ce téléphone pour prendre un rendez-vous avec un psy, quand on est ado ou jeune adulte, c'est très compliqué. Donc cette exigence m'apparaît parfois un peu extrême par rapport d'une part à ce passage de transition et par rapport à la vie elle-même, où c'est souvent quand même les parents jusqu'à 20 ans qui prennent le rendez-vous, qui chez l'ophtalmo, qui chez le gynéco ou je sais pas quoi. Voilà. Et évidemment, en devenant adulte, en prenant mon rendez-vous au CMP, je deviens sujet de ma propre vie. C'est moi, docteur, c'est moi qui ai un problème et je vous demande de l'aide. Ça, c'est vraiment un changement difficile parfois pour les ados qui, depuis des années, parfois, sont l'objet d'inquiétudes de leurs parents. Et puis pour certains, c'est plutôt normal. J'arrête la prise en charge parce que je vais faire des études loin, parce que je vais aller travailler ailleurs, parce que je vais déménager. Et finalement, il n'y a pas quelque chose de dramatique et on peut peut-être attendre de voir s'il y a une rechute ou pas. Parfois, faire une pause des soins, c'est pas mal aussi. De voir comment on est sans psy, des fois, on s'en sort pas si mal. Donc, est-ce que j'ai le temps de... Je ne me rappelle pas le temps là qui me reste. Et bien alors, donc, j'ai pas le temps de vous faire les petites vignettes cliniques, mais... Non, mais bon. C'était juste pour vous donner une petite note clinique. Donc, ce garçon, c'était le garçon qu'on appelle les patates chaudes dans notre jargon, surtout le jargon éducatif. C'est-à-dire, il a épuisé absolument tout ce qui existe sur le réseau ASE, le réseau pédopsie, etc. Et pour lequel on doit utiliser des stratégies de réunion avec toutes sortes de gens pour décider de ce qui conviendrait le mieux pour ce garçon. Et donc, quand nous est arrivé, il était dans un état pas possible. C'est un garçon qui a des troubles bipolaires sévères, mais doublé de troubles de la personnalité grave, et surtout de la vulnérabilité liée à... j'allais dire, à X années de placement, de mère abandonnante, de tout ce qu'on veut. Et donc, finalement, lui, on a beaucoup travaillé à l'éducation thérapeutique, à l'acceptation de la maladie, à l'acceptation du traitement, à un travail autour des habiletés sociales, etc. Et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Mais finalement, au bout de quelques mois, il a quand même arrêté son suivi, parce que moi, je l'ai suivi encore pendant 1 an, parce qu'il est jusqu'à sa majorité, et le passage a été un petit peu difficile. Ça repasse par une hospitalisation. Mais j'allais dire, il y a un éducateur, il y a des années, qui m'avait dit, les adolescents sont comme des millefeuilles. C'est-à-dire, on met des couches, ça se mélange tout, mais finalement, quand on les retrouve, des fois 10 ans après, en train de faire leurs courses à Auchan et promenant leurs gamins, finalement, ils vont pas si mal que ça. Donc voilà, c'était la petite note optimiste. Et je terminerai par une dernière petite chose par rapport à ce qui a été dit hier. J'utilise à ma façon la médiation pair, c'est-à-dire que je propose à des jeunes, donc j'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment un bon petit parcours dans l'hôpital de jour, par rapport à la maladie, par rapport à la prise en charge et par rapport à, je dirais, l'élaboration de ce qui s'est passé et pour eux dans leur maladie et ensuite dans les soins, de venir parler de cette expérience aux autres ados. Et c'est génial. Franchement, eux, ils sont super fiers
que je leur demande, que je leur fasse ces demandes, et ça fait énormément de bien aux autres. Ils disent ouais, quand lui il parle, ça a quand même plus de force que quand vous nous en parlez. Voilà, merci. Merci docteur pour cette illustration très pratique de ce qui a été dit par le docteur Maître tout à l'heure. Eh bien, nous allons finir, j'ai envie de dire presque bien évidemment, par une IPA, une future IPA dans un mois, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Ça marche là? Très bien. Ouais, j'avance. Donc Juliette Tonat, qui est infirmière en pédopsychiatrie oui. au centre hospitalier de Clermont. Centre hospitalier Sainte-Marie, pardon, de Clermont. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, ça fait maintenant 18 ans que je suis infirmière, dont 16 ans en pédopsychiatrie. Donc, je commence à être une vieille infirmière, mais je vais être une jeune IPA. Donc, le but, là, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu comment peut se décliner la pratique avancée sur un sujet et sur une problématique identifiée. Et là, ça va être celle de la transition des soins de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte. Donc la transition, on l'a déjà vu avec mes deux collègues précédemment, c'est vraiment une période de vulnérabilité, une période de vie complexe. C'est un vrai enjeu de santé publique actuellement. Et il existe un paradoxe à cette période de transition. C'est une période où il y a un besoin d'un étayage très solide, alors qu'il y a un manque de continuité à l'interface des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. Et ce paradoxe existant, c'est un risque fort de désengagement des soins qui peut avoir des conséquences sur la vie d'adulte. Donc c'est un enjeu de vie qui est fort, un enjeu qui est fort dans le parcours de vie des jeunes, que ce soit le parcours de soins, de santé et de vie. Donc c'est vraiment au sens large. Donc les enjeux des soins de transition, on est confronté à cette période à de nombreux acteurs hétérogènes, que ce soit au niveau du sanitaire, du médico-social et du social, des cultures professionnelles qui sont très différentes, avec des fonctionnements qui sont encore très cloisonnés et avec une nécessité d'un changement dans les pratiques soignantes pour pouvoir proposer des soins de transition. L'enjeu est donc de combler le fossé culturel, mais aussi de pouvoir créer une culture de transition pour pouvoir fédérer les acteurs autour de cette problématique. Donc la pratique avancée dans les soins de transition, vous allez voir que ça va être très transversal, puisque ça va demander de pouvoir développer à la fois une compétence clinique, une compétence de recherche, de l'éthique, de pouvoir parler d'analyse de pratiques professionnelles, de collaborer avec l'ensemble des acteurs, de faire preuve de leadership et de savoir communiquer autour de la transition. Il s'agit donc de pouvoir proposer un projet de soins, je dis bien projet, parce qu'après il va s'agir de co-construire ce projet avec l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la transition, tout en gardant la clinique des jeunes au centre de nos préoccupations. Et tout ça dans le parcours vie, santé et soins dont je vous parlais précédemment. Donc les étapes de mon travail à ce moment-là, ça a été d'effectuer une problématisation du sujet, de faire une recherche bibliographique. Moi, j'y ai inclus un cadre théorique qui est venu mettre en perspective ce qui avait été trouvé dans la revue de littérature, d'ensuite faire une analyse du contexte, parce qu'on peut trouver toutes les recommandations qu'on veut, on ne va pas pouvoir les appliquer partout. Par exemple, on ne va pas faire la même chose sur le centre hospitalier Sainte-Marie qu'à Aubenas. On n'a pas du tout les mêmes moyens, pas les mêmes équipes, pas le même territoire. Ensuite, il faut pouvoir mettre en perspective et analyser les écarts qu'on trouve entre les recommandations et les réalités de terrain pour pouvoir établir un projet d'action et ensuite co-construire la mise en œuvre du projet avec tous les acteurs et évidemment ensuite l'évaluer et le réajuster au fur et à mesure. Donc j'ai repris un petit peu dans le détail ces étapes pour vous expliquer un petit peu de quoi était constitué mon travail. Au niveau de la problématisation du sujet, il a fallu que j'identifie la problématique pour pouvoir comprendre tous les enjeux des soins de transition, de définir les termes d'adolescence, de santé mentale, de transition, de trouble mental, et de trouver des textes qui pouvaient m'apporter des choses au niveau de cette problématique. Je ne vais pas revenir sur les chiffres et tout ça parce que mes deux collègues en ont déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Tout ce qu'on peut redire, c'est qu'effectivement, à cet âge-là, avoir un trouble mental à déjà une période où on est assez fragile, c'est extrêmement compliqué et il y a quand même une majorité de pathologies mentales qui commencent à cet âge-là. Donc on peut imaginer à quel point cette vulnérabilité est complexifiée par l'apparition d'un trouble.
En tout cas, la problématisation de ce sujet m'a fait arriver à un constat, celui du paradoxe entre un besoin de soins à une période de vie complexe et un manque de continuité des soins à l'interface des services. À partir de là, j'ai effectué une revue de littérature en recherchant les données probantes sur le sujet de la transition, en établissant d'abord une question de recherche. Là, mon sujet, c'était de savoir quels étaient les éléments en tension et quels étaient les éléments clés pour pouvoir proposer une transition optimale aux jeunes. Donc après, il y a eu toutes des étapes. C'est toute une méthodologie de réaliser une revue de littérature. De cette revue, j'ai pu dégager 4 grands thèmes qui ont été une population spécifique aux besoins spécifiques. La particularité de cette tranche d'âge, quand même, c'est que les jeunes ont des transitions multiples qui peuvent se chevaucher. Elles sont à la fois développementales, situationnelles, santé-maladie, ce qui fait une particularité de cette tranche d'âge. Voilà, il y a une forte prévalence des troubles mentaux, et malgré ça, il y a une progression vers l'autonomie qui est nécessaire. La présentation des troubles, en plus, à l'adolescence, elle est souvent atypique, et il va y avoir un continuum de ces troubles à l'âge adulte. Voilà, le problème à l'interface, il est accentué, car les jeunes vivent simultanément des différentes transitions qui impliquent plusieurs acteurs, et pas que dans le soin. Au niveau du deuxième thème que j'ai repéré dans la revue de littérature, sur les craintes des utilisateurs qui sont un fort risque de désengagement des soins. Il y a une forte crainte de stigmatisation de la part des jeunes. Aurore en a parlé tout à l'heure, avec la peur d'un passage permanent vers un groupe malade. Il y a également une perte des relations familières qui avait été construite en pédopsychiatrie. Il y a un fort besoin de soutien à ce moment-là pour pouvoir recréer de nouveaux liens. Il y a beaucoup de jeunes et de parents qui se plaignent du manque d'informations qu'ils peuvent avoir sur les services adultes. Et en plus, ils ont repéré aussi qu'ils devaient répéter encore une fois leur histoire de vie, ce qui est très lourd pour eux. L'âge de transition, il est également vécu comme arbitraire par les parents et les jeunes qui souhaiteraient une transition plus progressive. Après le passage à l'âge adulte, les parents sont également beaucoup moins inclus dans les soins du jeune. Il y a vraiment une modification de leur implication, ce qui est très anxiogène pour les parents, puisque d'un seul coup, finalement, les informations auxquelles ils avaient accès quand ils étaient en pédopsychiatrie, ils ne les auront plus. On peut imaginer que si un jeune a eu un diagnostic de schizophrénie à 17 ans, quand à 18 ans il passe du côté adulte que les parents ont plus d'informations, on peut vraiment imaginer à quel point ça peut être anxiogène. Voilà, grosso modo, ce qui est expliqué, c'est que les transitions qui sont mal planifiées et mal exécutées sont très mal vécues par les jeunes et leurs familles. Et en fait, cette expérience des jeunes, elle est étroitement liée au troisième point que je vais développer, ce sont les différences de culture entre la pédopsychiatrie et la psy adulte. Alors là, dans la littérature, ça y va fort, on parle de fossé culturel, de changements spectaculaires, de fractures, de langages différents, de mondes distincts et de choc des cultures. Voilà, donc c'est pas rien. Ouais, rien que ça fait peur. Voilà, ils estiment qu'il y a un manque de communication et de planification partagée, avec un problème de leadership à l'interface des services, ce qui constitue un obstacle pour la continuité des soins. Les rôles des acteurs sont souvent flous et il y a un manque de formation des soignants sur cette transition. Il y a vraiment un cloisonnement qui est encore très présent et qui contribue aux mauvais résultats, et les services légaux ne sont pas du tout adaptés aux besoins spécifiques de la tranche d'âge. Donc on l'a vu tout à l'heure, là aussi je ne vais pas répéter, le docteur Maître en a déjà parlé, la pédopsychiatrie est beaucoup plus vue comme accès famille inclusive et holistique, travaille plus en réseau. Par contre, on peut dénoter quand même une surprotection des cliniciens, surtout quand les jeunes sont particulièrement vulnérables, et parfois un certain paternalisme qui nous empêche un petit peu de les faire gagner en autonomie. La psychiatrie adulte, quant à elle, est vue comme accès diagnostic et médicaments, qui ne répond pas aux besoins spécifiques des adolescents, le transfert étant souvent plus motivé par le diagnostic que par les besoins. L'offre de soins est perçue comme fragmentée et hétérogène par la pédopsychiatrie. Les soignants des services adultes souvent évoquent une anxiété et un manque de confiance en leurs compétences pour prendre en charge les adolescents jeunes adultes. Il y a un besoin de formation qui a été identifié, mais aussi un besoin au niveau de l'identification des réseaux partenaires. Au niveau de l'inclusion de la famille, c'est quelque chose qui est vécu, qui est pris en compte par les services adultes, mais qui mettent en avant un dilemme éthique concernant la confidentialité. Ce qui est intéressant parce que nous, en pédopsychiatrie, c'est vrai qu'on ne se pose pas tellement la question toujours d'à quel point ce qu'on peut dire ou pas dire. Voilà. Donc la différence de ces cultures, c'est identifié comme un obstacle à l'engagement dans les soins.
Et il est pointé à la nécessité de remodeler les cultures à l'interface comme levier d'amélioration pour les soins de transition. Pour terminer, le 4e thème, c'est le cheminement vers une transition gérée dont a parlé le docteur Maître également tout à l'heure. Moi, j'ai repris essentiellement l'étude TRAC et l'étude Millestone pour l'hôpital Sainte-Marie, puisque pour nous, il était plus question de développer une organisation des soins de transition plutôt qu'une unité spécifique dédiée. Donc l'étude TRAC et Millestone ont mis en lumière des éléments clés, à savoir la préparation, la planification, le travail conjoint et une période de soins parallèles et de transfert d'informations. Dans l'idéal, ce qui a été défini comme une transition optimale, c'est une transition qui est un processus planifié, ordonné et ciblé, qui est centré patient et qui garantit la continuité des soins, optimise la santé, minimise les événements indésirables et veille à ce que le jeune atteigne son potentiel maximal. Rien que ça. Ensuite, ça marche pas? Ah oui, ça y est. D'accord. Donc après, j'ai pris un petit apport théorique qui vient de la science infirmière, qui me semblait tout à fait justifié, puisqu'il s'agit de la théorie de la transition d'Afaf Ibrahim Meleis, qui est une infirmière égyptienne qui a migré aux États-Unis, qui est aussi professeure en sciences infirmières et sociologie, qui a un doctorat en psychologie médicale et sociale, et qui a donc développé sa théorie en axant les interventions infirmières autour de 5 dimensions, à savoir la nature des transitions, qui peuvent être développementales, santé-maladie, organisationnelles ou situationnelles, à travers également les modèles de transition, c'est-à-dire qu'elle explique que les transitions peuvent être multiples, elles peuvent être séquentielles ou simultanées, reliées ou non reliées. Elle parle également des propriétés de l'expérience de la transition, à savoir la prise de conscience, est-ce qu'on est impliqué dans sa transition ou pas, et le changement et la différence, c'est-à-dire le changement identitaire ou le changement de rôle. Dans les propriétés, il y a également la durée de la transition. Ensuite, au niveau des conditions de la transition, ce qui est à repérer, ce sont les conditions personnelles, à savoir le sens qui est donné à l'expérience de transition, les conditions communautaires, à savoir le soutien qui est fourni par la famille, par la société, et les conditions sociétales qui définissent la société au sens large. Et là, on pourrait parler par exemple de troubles qui sont plus stigmatisants que d'autres. Ce modèle implique également des indicateurs qui permettent d'évaluer tout le processus de transition, des indicateurs de processus et de résultats. Ce qu'il faut retenir et qui est intéressant dans ce cadre théorique, c'est que vraiment, il explique qu'on peut en déduire que pour les adolescents, effectivement, ils sont concernés par ces transitions qui sont multiples et simultanées. Donc ensuite, après avoir fait cette recherche bibliographique, il a fallu que j'analyse le contexte d'un point de vue d'abord national pour un petit peu cibler ce qu'il y avait. Alors évidemment, il y a plusieurs, on a vu déjà plusieurs décrets qui existaient. Il y a plusieurs textes comme le plan psychiatrie et santé mentale 2018-2019 ou le rapport IGAS 2017 qui parle de la nécessité de développer des soins de transition. En fait, il y a beaucoup de textes qui parlent de ce développement, mais il y a très très peu de recommandations précises. Donc pour l'instant, les soins de transition, c'est surtout des initiatives très locales. Ensuite, au niveau du contexte local et institutionnel, ce qui est le plus important, c'est d'établir un état des besoins sur le centre hospitalier Sainte-Marie. Et ça a été possible parce que sur notre hôpital, il y a un groupe ado-adulte qui a été créé, où il y a beaucoup d'intervenants, à la fois médecins, infirmiers, assistantes sociales, éducateurs spécialisés qui y participent, et ça a permis en fait de pouvoir faire remonter tous les besoins qui avaient été constatés sur le terrain. Ce qui a été très intéressant parce qu'il y en avait beaucoup qui correspondaient en fait avec ce qui avait été trouvé dans la revue de littérature. L'analyse du contexte aussi, ça permet de voir les freins et les leviers qui sont existants là où on veut implanter les soins de transition. Et donc ensuite d'analyser les écarts avec les recommandations qu'on retrouve dans les données probantes. Après, il s'agit d'établir un projet d'action. Moi, pour établir ce projet d'action, j'ai repris ce qui avait été mis en lumière dans les études TRAC et Millestone, à savoir une évaluation des besoins des jeunes et de leurs familles, une préparation à la transition. Nous, on a pensé plutôt à faire une psychoéducation sous forme de groupe, à la fois pour les jeunes, mais aussi en incluant les familles. L'idée, ça serait aussi que cette psychoéducation, elle soit co-animée par des personnes qui viennent à la fois de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte. Ensuite, il y a une phase de planification où il faut débuter le travail conjoint.
pouvoir contacter les services adultes qui sont concernés, pouvoir se rencontrer, pouvoir préparer comment va se passer la transition avec des étapes, voire un calendrier pour que ce soit assez facilement repérable à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les enfants et leurs familles. Le travail conjoint, c'est de pouvoir faire des réunions qui puissent se servir de synthèse, de pouvoir amener l'histoire du jeune pour pas qu'il ait à se répéter. Ça peut être aussi, dans une des réunions, pouvoir inviter le jeune et sa famille pour être une sorte de consultation relais qui représente et qui symbolise la transition. Et on pourrait aussi imaginer une dernière réunion conjointe qui pourrait servir d'évaluation pour voir comment la transition s'est passée et voir s'il y a besoin de réajustements éventuels. Évidemment, il y a besoin d'une évaluation continue de ces soins de transition pour voir s'il y a besoin de réajustements tout au long de la mise en place du projet. Voilà, donc ce projet, il est établi sur les données de la littérature, il est spécifique au contexte institutionnel et il doit absolument inclure le jeune et sa famille. La collaboration interprofessionnelle, c'est extrêmement important sur la transition parce que les acteurs sont très hétérogènes et ça ne va pas concerner uniquement le sanitaire, mais aussi le médico-social et le social. Arriver à identifier les acteurs qui sont concernés par la transition, c'est important parce que ça permet d'avoir des personnes ressources vers lesquelles on peut facilement s'adresser. On a trouvé aussi la solution de groupe de travail pour co-construire le projet qui est quand même une sacrée dynamique. Il y a plusieurs personnes qui sont ici qui y participent d'ailleurs à ce groupe de travail. Il y a aussi donc, les rencontres conjointes dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans la collaboration, on avait aussi abordé lors du groupe l'idée d'analyse de pratiques professionnelles sous forme de staff de transition, où on pourrait aborder entre les équipes de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte des situations cliniques autour de la transition pour pouvoir co-construire la réflexion et la pensée ensemble. Voilà. Et puis évidemment, il y a le travail en réseau avec tous les partenaires qui sont aussi inclus dans le parcours santé, le parcours de vie des jeunes. Donc rassembler tous ces acteurs, c'est un sacré enjeu. Le but étant de les fédérer pour essayer de construire une culture de transition. Et puis enfin, dernière chose qui, en tant qu'IPA, est important à faire, c'est de pouvoir diffuser les pratiques, par exemple par la formation des pairs au sein de son institution, mais pourquoi pas dans les IFSI ou... enfin, il y a plein de possibilités. La construction d'outils. Alors, pour ma part, avec les assistantes sociales de mon unité, on a travaillé sur une plaquette législative à destination des personnels qui sont susceptibles d'accueillir des mineurs. On a 2 dispositifs sur Sainte-Marie. Il y a ECAFIP et l'EIPP. ECAFIP accueille déjà des mineurs, mais l'EIPP devra en accueillir aussi prochainement. Et en fait, quand j'avais été les rencontrer, ils avaient vu qu'il y avait un vrai manque au niveau législatif de l'accueil des mineurs. Donc, avec mes collègues assistantes sociales, on a commencé la construction de ces plaquettes. Et puis aussi la construction d'un guide d'accompagnement qui reprend toutes les étapes clés des soins de transition. Et puis évidemment, il y a la participation aux décolloques, comme celui-ci, mais aussi à des rencontres partenariales, sachant que cette année, en 2024, au mois de novembre, une des journées aura comme thème la transition ado-adulte. Donc je vous invite à vous y inscrire, ça pourrait être très intéressant. Ça sera le 26 novembre, je fais de la pub. Et puis aussi faire des publications, voilà, comme des revues de littérature ou autres publications sur le sujet. Le but, c'est quand même d'acculturer les acteurs sur les soins de transition et aux pratiques qui sont basées à la fois sur les études scientifiques pour soutenir les acteurs dans le changement des pratiques professionnelles. Alors pour conclure, la transition, c'est un processus dynamique qui doit toujours être basé sur la culture du jeune. Elle prend en compte la famille et son environnement. L'organisation des soins, c'est très important pour se repérer et pouvoir travailler ensemble, mais c'est un cadre thérapeutique et pas une règle. Ça nécessite une évaluation et un ajustement constant, et donc ça nécessite de rester clinique et éthique. Je fais une petite biographie, parce que je suis encore à la fac. Et je vous remercie.